Salut les devins, c'est Seikyo et bienvenue dans mon analyse et critique de l'épisode numéro 28 de la guerre sanglante millénaire de Bleach, soit le deuxième du cours numéro 3, que j'ai trouvé tout aussi puissant que le premier. Je sais que beaucoup de monde a préféré le second. À mon sens, les deux sont de niveau équivalent si l'on met de côté, c'est quand même un gros morceau à mettre de côté, les apports en matière de lore fournis par ce deuxième épisode. Dans sa structure, sa construction, sa réalisation globale, je trouve les deux tout aussi bons. Si vous étiez passé sur ma vidéo la semaine dernière, vous savez à quel point j'ai apprécié le tout premier. C'est donc de manière très subjective difficile de faire mieux que celui-ci. J'ose espérer que ça arrivera dans le cours numéro 3. En tout cas, si l'on préserve ce niveau-là, c'est du très haut niveau. La bande-son s'est légèrement fait plus remarquer que dans le premier épisode. J'ai apprécié. On n'est toujours pas au niveau que j'espère de ce côté-là. Et c'est un petit peu la dernière pièce manquante à l'édifice de cet animé pour lui consolider son identité et faire en sorte qu'il soit pleinement marquant. Cet épisode va reprendre la trame initiale du manga, va la mixer dans différents sens, piocher dans certains chapitres un peu plus éloignés que le pacing normal d'un épisode de Bleach. Certains sujets seront donc abordés plus tôt qu'à l'accoutumée. Certains le seront non pas dans le désordre, mais dans un nouvel ordre pour apporter une forme de cohérence et de clarté supplémentaire aux propos originels de Tite Kubo. Ce qui franchement dans les faits de l'épisode est vraiment pas mal et apporte quelque chose par rapport au manga. De plus, ce 28e épisode se permet d'apporter énormément de morceaux inédits, jamais vus en manga. Ça rebondit évidemment dessus, mais il y a plein de choses, de faits, de dialogues, de visuels dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. La bonne nouvelle, c'est que l'auteur original étant tellement impliqué que l'on peut considérer tout cela comme entre guillemets canon. Et autant dire que la scène d'ouverture, elle est pas si facile que ça à comprendre. Sachez d'ores et déjà que les explications que je vais vous fournir sont une combinaison de faits issus de l'anime, du manga, mais aussi de ma propre interprétation vis-à-vis de tout cela et du lore global de Bleach. On ne peut pas faire autrement et vous êtes hautement attendu en zone commentaire pour venir étoffer, voire même contredire cela si besoin est. Premièrement, ce plan sur les fameux yeux, composés chacun de 4 pupilles, en référence au Almighty, mais dans la manière dont c'est mis en scène, ça ne peut que me rappeler non pas les 3 mondes, mais les 4. Monde des mortels, Soul Society, Wekomundo et évidemment l'enfer, qui reste le grand absent des discussions jusqu'à présent dans Bleach. Toute cette panoplie de couleurs pourrait s'apparenter aux différentes formes de vie qui les composent. Une manière de visualiser le tout. Un regard si perçant qu'il a une portée holistique, capable de voir sur un millénaire dans le futur par ailleurs, un peu comme la forme originelle du Almighty. Ce personnage-là, le Ryo, le roi des esprits, ayant trouvé nom dans cet épisode-là, à savoir Ad-Nius. On avait déjà entendu ce nom précédemment au cours d'une incantation de Yurabara. De mémoire, il parlait du cercueil ou du tombeau de Ad-Nius et de nombreuses théories étaient nées concernant le fait que ce serait le nom effectif du roi des esprits, avec un A, celui que l'on retrouve sur le Schrift de Yurabara plus tard. C'est ici totalement confirmé. L'on y voit ensuite une sorte de flashback que l'on avait entreaperçu dans un trailer de mémoire. Le poème de la semaine précédente sous-entendait qu'il y aurait du lore développé sur la jeunesse de Yurabara. Tel fut le cas, mais ce fut extrêmement bref. J'aurais tellement voulu en voir plus et j'ose espérer que ce sera le cas dans d'autres épisodes, car cette scène-là le mérite et ne devrait pas s'en arrêter ici. Ce bout d'explication est tellement cryptique qu'il nécessite développement et réponse de la part de son auteur. Ce que représente cette scène selon moi, c'est que Yurabara et celui que l'on peut considérer comme son père, le roi des esprits, étaient tous les deux présents lorsqu'il n'y avait qu'un seul monde, le monde initial. Pour le roi des esprits, ça paraît logique, mais pour Yurabara, c'est nouveau. Avant donc que les 3 mondes soient créés, il n'y en avait évidemment qu'un seul, largement développé par les romans Bleach par ailleurs. Le roi des esprits y connaîtra les aventures que l'on y connaît justement de ces fameux romans pour en arriver à la création des mondes. Je trouve que l'aspect péché de la Soul Society ressort beaucoup moins ici dans la présentation et la représentation que l'on pouvait s'en faire vis-à-vis des romans, mais soit, passons. 3 spirales se forment, constituant ces fameux mondes, et à l'issue de cela, pendant que Yurabara est en train de prendre en âge, la mise en scène semble montrer le fait que cela se fait en temps réel, mais il est possible que cette scène ait eu lieu sur un temps absolument fou. Et arrivé en âge de maturité, il se voit tout à coup rétrogradé. Il perd tout son statut, toutes ses capacités, toute sa forme d'immortalité, tout l'apaisement dans lequel il pouvait nager à l'origine. D'ailleurs, vous aurez remarqué que sa forme plus juvénile ressemble trait pour trait à la forme réelle de Tenza Zangetsu. C'est évidemment tout à fait logique. Yurabara est complètement décontenancé par ce qu'il se passe, il est loin d'être ravi de rajeunir et notamment à ce point, et une scission est faite avec le roi des esprits
et ce via la création de la réalité actuelle qui le ramène à l'état de bébé. Le roi des esprits avait donc un double tribut à payer. Premièrement, se séparer et faire du mal à son propre enfant. Yurabbar ayant connu l'expérience de la vie sans aucune peur de la mort, ce qui connecte avec les idéaux de Aizen lorsqu'il voulait monter casser la gueule au roi des esprits, c'était entre autres à cause de l'injustice générée par ce monde que le roi des esprits avait lui-même créé. Lui aussi voulait rétablir un nouvel ordre qu'il jugeait comme beaucoup plus juste. Suite aux actions du Ryo, Yurabbar a grandi, évolué et vécu dans un monde où la souffrance existe, elle est quasiment omniprésente et il l'a ressentie au plus premier des degrés. Combinez cela à la frustration de perdre un père et l'on comprend pourquoi Yurabbar est cette sorte de boule à la fois d'amour et de haine. Yurabbar s'est trouvé impuissant par rapport aux actions de son propre père. Il le voit s'effondrer car le roi des esprits paye également le second tribut, être scellé dans ce fameux cristal pour une certaine forme d'éternité, lui permettant de maintenir l'équilibre et la balance de ces puissants mondes. Yurabbar se voit projeté dans le cycle de la vie, incluant avec lui la mort et pourquoi pas également celui de la renaissance. La première fois où Yurabbar a pleuré, c'est lorsqu'il prit connaissance de tout cela, et lorsqu'il vécut pour la première fois de sa vie la mort, d'où le fait que d'autres personnages puissent en jouer, comme Ichibe avec ses tombes dans l'épisode numéro 1, ou encore, il y a de cela quelques temps en arrière, Yamamoto, qui use de son Bankai pour ramener de manière relativement zombifiée l'intégralité notamment des alliés de Yurabbar. Le contact frontal et froid avec la mort. Yurabbar a désormais plus que de la bouteille, il a une expérience et s'est renforcé l'esprit d'une manière telle qu'il ne succombe pas face à de telles provocations. Et cela est d'un tel degré qu'il est capable de faire face à la mort de son propre père, de la regarder droit dans les yeux et d'en être hautement l'instigateur. Paradoxalement, le Ryo a également lancé le cycle de sa propre lignée. Lui-même se sacrifiant et sacrifiant son enfant au profit des 3 nouveaux mondes, autour du fils plus tard d'en arriver à des sacrifices à minima tout aussi importants pour tenter d'améliorer voire rétablir l'ordre des choses originelles et d'éradiquer toute forme de souffrance. Au regard de l'intégralité de mes connaissances de Bleach, c'est ainsi que j'interprète cette scène, ayant également une résonance en Ichigo qui est directement connectée visuellement à cela, un peu comme s'il avait eu l'expérience de ce qu'il vient de se passer, une forme de projection due au fait du statut extrêmement particulier d'Ichigo, qui sera pointé du doigt dans l'épisode. Ce qu'il y a de très bon dans celui-ci, c'est que les motivations de Yurabbar sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus explicites en animé qu'en manga, mais aussi la manière et les moyens d'y parvenir le sont, notamment en mettant en avant quelque chose que j'avais évoqué du bout des lèvres en semaine passée, le caractère d'hybride parfait de Ichigo Kurosaki. Le fait qu'il possède pléthore voire totalité des pouvoirs n'est pas que pour le bon plaisir du fanservice et de l'auteur pour amener toute forme de combats explosifs. Ça a également une importance dans le récit. Je ne spoilerai pas, mais je tendrai évidemment une perche aux lecteurs du manga qui connaissent l'existence d'autres êtres de ce type-là, expliquant également pourquoi un tel personnage est d'utilité première pour la Division 0 et notamment Ichibe. Celui-ci a évidemment d'autres plans. On pensera à sa discussion avec l'un des plus grands Shinigami durant les romans, et ce au sujet d'Ichigo, de certains plans qu'il aurait vis-à-vis de lui, mais à ce stade et pour aujourd'hui, celui qui est en mesure de mettre un terme au roi, de le tuer, est également en mesure de le protéger, de par ses spécificités génétiques, mais également en termes d'héritage que porte un tel personnage, il en est capable. Nous menant à se poser encore une nouvelle question. Quel était le plan de Aizen Sosuke lorsqu'il voulait monter à la Soul Society et déboîter du roi? Déjà, qu'en est-il de Aizen et ses alliés face à la Division 0? Mais imaginons qu'il la passe. Qu'aurait-il fait alors que Yurabbar lui-même n'est pas en mesure de tuer le roi des esprits? Il avait besoin d'un être hybride. Il n'y a pas de réponse extrêmement formelle par rapport à cela, mais au vu du personnage qu'est Aizen, bon, outre le fait qu'il a toujours un plan, on a vu qu'il répondait au blocage naturel via l'évolution, très souvent provoquée avec des sortes d'expériences scientifiques. Lui-même en est devenu une, et il avait déjà commencé à devenir un être hybride, avec le Hogyoku, la partie holo, etc. On a vu qu'il était capable également de donner naissance à des êtres pouvant en contrecarrer d'autres, comme avec Wonder Wise, qui ne paye pas de mine et que j'apprécie pas du tout par ailleurs face à Yamamoto. Dans ce sens-là, je pense que Aizen était au courant de la situation et le calme manifeste qu'il a alors que la Soul Society est en train de tomber le démontre selon moi. Il avait une certaine forme de retard, c'est évident, sinon Yurabbar ne serait pas une plus grande menace que Aizen ne l'a été. Je parle de gravité de la menace. Que vous préférez Aizen, je peux le comprendre, c'est actuellement encore mon cas, même si Yurabbar a bénéficié de scènes absolument glorieuses durant cet épisode 2 et qui n'ont à rougir face à aucun des antagonistes d'Ichigo jusqu'à aujourd'hui. Je pense
pense qu'à terme, Aizen prévoyait d'aller encore au-delà de ce qu'il faut. Peut-être comptait-il uniquement sur le Hogyoku, ça me paraît quand même assez limité, et potentiellement prévoyait-il de le stimuler, de déclencher une forme d'absorption des capacités d'une manière ou d'une autre, détournée ou directe, de Ichigo, pour que Aizen lui-même devienne l'hybride en mesure de défoncer le Ryo. Je ne pense pas que Aizen prévoyait d'utiliser Ichigo. Alors si, dans une certaine mesure, tel qu'on a déjà analysé le combat Ichigo-Mugetsu face à Aizen, là où Sosuke avait besoin de stimuler ses propres pouvoirs et d'aller encore plus loin tout en conservant le respect du Hogyoku, c'était l'objectif opposé qui se jouait du côté de Ichigo. Il avait moyen de rouler sur Aizen au début, mais il ne l'a pas fait pour ne pas se faire laminer face à une évolution du Hogyoku trop soudaine. Il fallait tout d'abord tuer l'esprit de Aizen, qu'il perde la confiance du Hogyoku et ensuite le défoncer, ce qui sous-entendait le fait d'accepter des évolutions et des power-ups d'Aizen. Cela est un autre sujet certes, mais qui démontre de la manière dont Aizen par exemple se renforce lorsqu'il en a besoin. Et dans des cas si cruciaux que cela, je ne vois pas autre que lui tuer le Ryo. Pour ce faire, il aurait donc dû puiser dans les pouvoirs ou la génétique de Ichigo. Après, bon, tous les calculs n'étaient pas bons et Aizen a goûté à la défaite. Un sujet auquel il serait agréable que l'auteur puisse répondre dans sa fameuse FAQ sur son propre fan club officiel. Je tente à ma mesure en tout cas de vous apporter les réponses qui me paraissent les plus pertinentes. Avant de revenir sur le roi des esprits et concernant Ichibei que nous venons de mentionner, je ne m'étendrai pas autant que cela. J'ai un peu du mal à m'immiscer dans les théories que je vois notamment naître sur Twitter, qui sont légitimes, respectables, mais dans lesquelles je ne me reconnais pas en tout cas à cet instant, concernant le fait que Ichibei serait un petit peu comme à l'époque du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, à la sauce Daishinkan. Ce mec un petit peu gentil et froid, surpuissant, relativement proche de l'omniscience et qui aurait des plans encore plus amples. On s'était déjà d'ailleurs trompé sur le Daishinkan à l'époque et j'ai l'impression que l'on puisse faire la même erreur vis-à-vis de Ichibei. À la vue de ses propos dans le roman, je n'ai pas l'impression, et je peux me tromper, qu'il œuvre pour autre chose que pour sa mission, le bien commun et général. Qu'un bien commun vaut largement plus qu'une poignée d'intérêts personnels. D'où le fait que l'on a l'impression que ce personnage-là peut envoyer au charbon, se faire marbrer une équipe déjà perdue d'avance. Je pense simplement que ce personnage-là a une vision hautement pragmatique des choses, très froide en apparence certes, le personnage dégage évidemment quelque chose d'ésotérique, il ne faut tout de même pas oublier que c'est lui le premier qui a été au combat face à Yūjabar. Et si par le plus grand des hasards Ichigo ne passait pas par là pour prononcer son nom, on comprend mieux d'ailleurs pourquoi Ichibei s'adresse à Ichigo en tout premier lieu, le caractère hybride, encore une fois ce type de personnage qui peut créer et réparer toute forme de choses, à la fois au sens premier et symbolique du terme. Il y avait Inoue, Chad et compagnie à côté de lui, il ne leur a pas adressé un seul mot. Évidemment, c'est à Ichigo et pas seulement parce qu'il est le héros. Cette signification propulsant encore plus fortement Ichigo à son rang de héros. L'une des preuves concernant un scénario qui peut être assez finement pensé. Ichibei n'en reste pas moins douteux, avec le fait que contrairement au manga, il a de nouveau son pinceau qui est actif, empli de noirceur et de peinture, un peu comme si il avait menti sur le délai de récupération de ses pouvoirs et qu'il en avait déjà à minima récupéré une grande partie. Ça peut être un effet de mise en scène, ça peut être un petit foreshadowing pour ce qui se produira plus tard, et ce foreshadowing n'est pas encore une fois sur le grand mastermind Ichibei. Ça peut être relié à ce que l'on sait de la Division Zero et du lien qu'elle entretient avec Ichibei, pourquoi pas d'une nouvelle action de sa part plus tard dans le conflit face à Yūjabar, et pas à tout prix l'ultime conspiration de Ichibei. À ce stade, j'y crois peu, mais je ne demande qu'à être agréablement surpris. Pour le roi des esprits, discutons de son nom. Adnius. Commençons par un fait important, Yūjabar connaît le Hirazu Sando, là où s'est entraîné Ichigo, ce lieu absolument mystique, et lorsque l'on analyse ce terme en japonais, il pourrait se traduire comme le chemin qui n'existe pas, ou la voie inaccessible. Ça pourrait désigner donc une sorte de quête impossible. On a vu le fait que Ichigo n'arrivait jamais à son terme. Au cœur des mythes japonais, ce concept de Hirazu Sando, d'une voie inaccessible, ça peut faire écho à des récits sur des royaumes mystiques ou cachés, et surtout à des concepts spirituels dans le bouddhisme, voire même le shintoïsme. Et là c'est super important, où l'on parle de différentes étapes ou de voies menant à l'état d'illumination. Pour le roi des esprits, on peut rapidement faire un lien entre Aidoneus ou Aidoneus, je ne connais pas les prononciations, vous m'en excuserez pour les plus experts concernant le sujet, et évidemment Adnius, notre bon vieux roi des esprits dans Bleach. Le tout premier, Aidoneus, c'est Hadès, en mythologie grecque, en lien avec tout ce qui est du monde souterrain, à la mort et à la richesse cachée dans la terre. Il y a donc une notion de mystère, de pouvoir caché, de souveraineté sur des forces invisibles, voire occultes. Le nom du roi des esprits, Adnius, pourrait donc être une forme
de variantes intentionnelles pour rappeler cette mythologie grecque, symbolisant à la fois l'autorité divine et l'association avec le monde souterrain ou la sphère de l'invisible. Cela dit, je ne suis pas très fan de cette explication-là. Elle a peut-être une part dans l'équation, mais pas aussi prépondérante que cela. Il est très difficile de trouver des informations sur Adnius en soi, mais voici ce qu'il en est ressorti à la suite de mes recherches. C'est évidemment, comme Irasus Ando, une forme de contraction, un nom inventé. Ad en latin se réfère à la notion de proximité, aller vers quelque chose, se rapprocher de quelque chose. ADN, pas la plateforme pour voir Daima, mais bel et bien le début de Adnius, peut être une altération du terme Adonis. C'est une figure mythologique grecque également qui symbolisait la beauté, la jeunesse, que l'on peut relier étymologiquement au terme de Aden qui signifie noble dans certaines langues perdues. Le ius à la fin de Adnius évoque lui directement la mythologie grecque. Ça rappelle évidemment l'autre nom de Hadès, mais aussi Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, souvent associé à la foudre, la justice et à l'autorité divine. Ce ius confère alors une dimension majestueuse, voire divine. Si l'on essaye de changer notre fusil d'épaule et que l'on regarde la partie Nius de Adnius, elle pourrait se référer à des noms de dieux ou de héros d'autres mythologies, comme Dionysos, une sorte de divinité grecque du vin et de l'extase, ou encore certains noms celtes, galéiques, évoquant des entités surnaturelles. Ce que l'on peut retenir ici en matière de symbolisme potentiel, c'est que Adnius pourrait représenter une figure hybride entre plusieurs mythes, portant des qualités de gouvernance, de beauté, voire même lié au sacré. On ne peut pas avoir de référence directe entre Adnius et une mythologie formellement identifiable, c'est plutôt ici une combinaison pour retranscrire les notions de divinité, de grandeur, également de jeunesse éternelle, de noblesse infinie, renvoyant à divers cultes de ce monde. Je ne m'en suis pas arrêté ici, j'ai continué de fouiller. Adnius peut également renvoyer à Adonai. Ici, on est du côté d'un terme hébreu qui désigne Dieu ou le Seigneur dans la tradition juive. Cela donne, encore une fois, une dimension religieuse ou divine au nom, suggérant une connexion avec une puissance supérieure ou une divinité, renforcée par la partie ius à la fin, sans équivoque avec Zeus. On ressent une forme de mélange intentionnel de différentes traditions religieuses et mythologiques, nous ramenant à ce côté holistique du roi des esprits, Adonai en japonais apportant une connotation religieuse liée au monothéisme et à la vénération d'un dieu unique, le ius rappelant Zeus, ce qui associe le nom évidemment à la mythologie gréco-romaine et à la figure du dieu roi, souvent représenté comme un être tout-puissant. On s'inscrit alors dans cette tendance-là pour évoquer un personnage aux traits divins, mélangeant à la fois des références au dieu unique et à une figure de pouvoir suprême. Je trouve que nombreux de ces éléments peuvent se rattacher à ce que dégage ce personnage tout à fait fictif évidemment du roi des esprits dans l'œuvre Bleach. Saupoudré, c'est pas rien du fait que le nom démarre par un A, tout comme le shrift de Yūjabār, et je n'irai pas plus loin mais les lecteurs du manga m'auront compris, Yūjabār mettant l'emphase sur le fait que seul un pur Quincy peut s'éveiller au Almighty, mais vu qu'il n'est pas le Quincy originel et qu'il y a quelque chose d'autre encore bien au-dessus de lui, il n'a potentiellement pas le pouvoir le plus ultime auquel on peut penser, mais celui qui permet de tous les rassembler, les équilibrer et les gouverner, c'est le roi des esprits. Tout cela doit se retrouver dans sa dénomination. Aussi pur que puisse être Yūjabār dans sa lignée, il y a quelque chose encore au-dessus. Et vous vous rappelez bien de la symbolique unissant le roi Quincy avec le chiffre 9. 900 ans pour regagner son pouls, 90 pour regagner sa conscience, 9 ans pour regagner ses pouvoirs, qu'il a obtenu au bout de la 9e minute de l'épisode premier du cours numéro 3 la semaine dernière après le récap de saison 2, et il les a éveillés de nouveau volontairement face à Ichigo ici, dès la 9e minute de l'épisode. Vous pourrez vous amuser à aller vérifier. Toutes ces explications vous étant apportées sont à votre disposition pour être analysées, décortiquées, commentées dans la zone prévue à cet effet sous cette vidéo. Je vous y attends de pied ferme. Discutons de manière plus succincte de ce qui a pu se produire durant le reste. Une production visuelle terriblement soignée, des combats dantesques, parfois pour caricaturer ça virait en mode DBZ et c'était plutôt kiffant. Je n'aime pas quand il passe sur de la 3D totale, comme avec la représentation de la team d'Ichigo dans le palais royal. Oui, ok, il y a toujours un effet de profondeur, mais franchement, l'époque des lunettes rouges et vertes pour voir un truc en 3D, bon, c'est passé, il faut arrêter avec ça. Dès que ça revient en 2D, c'est un soulagement, c'est comme l'épisode 1 de Daima avec le fameux Namek Neba. Quand il arrive et qu'il est en 3D, ça m'a repoussé, et dès que je le vois en 2D, je respire. C'est comme ça, au cœur d'un animé avec les 24 images par seconde, j'y suis littéralement allergique. L'effet de mise en scène de Yūjabār est intéressant, on dirait que le mec a eu le temps d'aller chez Conforama et Jiffy pour tamiser les lumières, mettre un rideau, etc., faire en sorte qu'il s'ouvre pile au bon moment pour dévoiler
le roi des esprits qui a déjà été transpercé crée un effet dramatique. Évidemment, tout cela arrange les équipes d'animation de Pyrofilm, se justifie via le fait que son pouvoir lui permet de tout voir, le Almighty, mais voit-il autant que ça? Évidemment, il y a la première phase du combat, personne n'aura manqué le fait que Yurabara se bat sans le Almighty. Ichigo fait une prestation absolument dantesque et ce dans le plus grand des calmes, de pouvoir surclasser Yurabara sans qu'il n'active le Almighty. C'est une étape qui est validée, qui est passée, ça n'était pas réellement démontré ainsi dans le manga, voire pas du tout de mémoire, et ça donne une sensation de montée en puissance très cohérente de la part d'Ichigo, vraiment appréciable. Certains pourraient dire que ça dilue le récit, à titre personnel, j'apprécie. Le fait que Ichigo aborde ce combat avec un calme digne de l'Irasu Sando est tout aussi déstabilisant qu'il ne l'est pour nous que pour son adversaire Yurabara. Ichigo démarre ce combat un petit peu comme s'il était en Mugetsu face à Aizen et sûr de gagner, sauf que là, c'est la rouste qui l'attend. Généralement, c'est plutôt des second rôle, très populaire mais des second rôles, qui démarrent un combat en étant sûr de le gagner. Et ça fait du bien de voir ça appliqué à un héros et de le voir se prendre de belles mandales par la suite. Ça lui remet les idées en place, mais on voit que le personnage a évolué. Son nouveau Getsuga, du Shisho, incroyable, et cette forme de croix à la fin, c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, durant laquelle les pouvoirs d'Ichigo sont autant mis en scène, voire iconisés sous une forme Quincy-esque. Ce rappel au côté religieux, angélique, pseudo-divin des Quincy, depuis le départ on le voit avec leurs auréoles, avec leurs vols standish, avec leurs flèches, etc. Les croix qu'ils utilisent sans cesse se manifestent ici via ce nouveau Getsuga. Et il est resté un bon petit bail à l'écran par ailleurs. Lorsque le Almighty est activé, ce n'est plus du tout la même limonade. Et fort heureusement, sinon Ichigo aurait déjà terminé l'arc. Yurabara est littéralement impressionnant. Toute la mise en scène qui l'accompagne, c'est un petit bonbon, mais vraiment. La partie en Soul Society plus calme, évidemment le retour du fond rouge, mais des dialogues intéressants entre les personnages, parfois de l'humour relativement bien placé, également du contexte et de la tension avec Ukitake et Zaraki Kenpachi, Ukitake que l'on retrouvera plus tard, et son regard en dit long sur le fait qu'il doit intervenir. Un Urara Kisuke hautement déstabilisé, lui qui a toujours une maîtrise sur ce qu'il dit, ce qu'il se passe, sa manière de se tenir, sa manière de blaguer, d'avoir un coup d'avance, va commencer ainsi dans l'épisode, mais à l'instar de tous ces mondes qui se mettent à vibrer et à trembler, va lui également trembler quasiment de peur, ne perdra pas le nord mais suera des gouttes extrêmement froides à n'en pas douter. Ce tremblement des mondes ne peut que me rappeler le fléau, le danger, les enjeux que représentent les tremblements de terre dans la vie réelle au Japon. D'où le fait que ce soit utilisé ici en manifestation ultime de l'arrivée de la fin des mondes. Autre élément, le fait que de nombreux Shinigami ne comprennent pas, n'arrivent pas à analyser la situation. Certains estimant qu'un combat doit avoir lieu un petit peu trop fort, qu'un membre de la Division 0 a libéré son Bankai, leur monde s'écroule et ils ne sont même pas en mesure de le réaliser. Certains sont plus ou moins proches de la réalité, tous ont de très bons instincts de survie, se déplacent plutôt aux bons endroits, mais nombreux sont à côté de leurs chaussures lorsqu'il s'agit d'avoir l'analyse la plus fine et la meilleure des conclusions quant à la situation. Évidemment, il y a toujours des êtres pour les ramener à la réalité. Urara comprend en un clin d'œil, un Mayuri tout autant. Alors il y a bien un combat qui fait rage, c'est celui d'Ichigo. S'immiscera à l'intérieur de celui-ci Yoruichi, personnage que j'affectionne énormément, je suis très heureux qu'elle soit dans Bleach Rebirth of Souls. Et dans ce genre de scène, on a l'impression que le personnage n'a pas évolué. On se retrouve avec une Yoruichi qui est extrêmement fidèle à ce qu'elle était dans les débuts de l'œuvre, ce côté un petit peu hautaine, alors qu'elle fait face au type qui a soulevé Yamamoto Genryusai, qui a balayé la Division 0, elle-même sait qu'elle ne lèverait pas le petit doigt face à aucun de ces derniers séparément et se permet d'essayer de faire la leçon à Yurabara tel un jeune Kuchiki Byakuya qui apprend à se déplacer à haute vitesse. Ce n'est ni fait ni à faire, alors visuellement ça passe, mais c'est quand même très gênant. Et voir l'impuissance se lire sur son visage à la suite ne renforce en rien la scène. Dans les drôles d'interactions, on a eu également Ganju qui crie sur Yurabara. Bon, foutu pour lui, pourquoi pas, hein, mais au moins il ne l'a pas pris de haut. Il a plutôt essayé de le sermonner, chose que je peux plus ou moins comprendre de sa part. Je vous disais il y a de cela quelques instants, le Almighty voit tout. Est-ce réel à 100%? Pas certain. Et quelque chose d'important nous a été montré. Alors là, ça parlera à ceux qui ont évidemment lu le manga, mais aussi si vous n'avez vu que l'anime, vous pourriez faire chauffer vos méninges pour tenter de comprendre cette situation. Je vais vous faire un petit peu le Perfura de Bleach, mais lorsque Ichigo se bat face à Yurabara et qu'il est blessé, il y a une scène absolument sublime dans laquelle Inoue va en quelque sorte repousser ce qui s'est fait sur Ichigo et rétablir son état de santé. Jusque-là, tout va bien, sauf que la mise en scène
semble nous montrer que Yhwach n'a pas vu cela venir. Comment un personnage aussi insignifiant que Inoue pourrait s'immiscer dans les plans d'un Yhwach et passer au travers de l'Almighty? C'est évidemment une question à laquelle nous sommes nombreux à avoir la réponse, mais je me demande si les Anime Only ont repéré cela dans l'épisode et quelle en a été leur analyse. Tout comme dans le manga, Yhwach évidemment forcera la main, et c'est le cas de le dire, d'Ichigo afin de tuer le roi des esprits. Il a besoin de ses capacités en tant qu'hybride, déjà détaillées en début de vidéo. Ichigo ayant la possibilité à la fois de sauver ou de détruire le roi des esprits, donc de sauver ou de détruire les trois mondes, lui-même évolue vis-à-vis de sa propre volonté. Sauver, protéger, c'est un vocabulaire qui lui est extrêmement familier, que Yhwach prédira de nombreuses reprises. Ne pouvant pas contraindre psychologiquement Ichigo à détruire le roi des esprits, il le fera physiquement. Le roi Quincy a la possibilité de manipuler l'énergie Quincy de Ichigo, et ce via l'artefact que représente l'épée utilisée par le roi Quincy. Tout le piège, tout le plan était monté. Transpercer le roi, pas le tuer, car il ne le peut pas. Yoruichi de mémoire mentionnera que le roi est toujours vivant. Il y avait questionnement à l'époque dans le manga. Le roi avait-il tué ou non déjà le roi des esprits, ou est-ce que Ichigo n'a fait que le terminer? Non, il était toujours vivant, même en étant transpercé. Il fallait qu'un hybride le découpe, fait apporter par l'anime, et pour le parasiter, il fallait lui donner une bonne envie de toucher cette épée. Ichigo a manqué de lucidité car il n'a pas été stoppé par un être relativement omniscient dans sa course, et en plus de cela a été encouragé par la suite à le sauver entre guillemets. Là où Ichigo s'était rendu compte dans les tout débuts de la série que l'Arrancar qu'il avait face à lui voulait le pousser à aller au Bankai, il aurait peut-être pu, mais il est vrai que dans l'urgence de la scène, peu y aurait pensé, il aurait peut-être pu en tout cas avoir eu une pensée vis-à-vis d'un piège et de se dire que tout cela n'était que vaste traquenard afin de donner vie à la vision de Yhwach. Cela arrivera donc de la main de Ichigo Kurosaki. Yhwach est plus que menaçant, clamant le fait d'instaurer un nouvel ordre et un nouveau monde. La destruction, l'annihilation au profit de la paix, c'est terriblement binaire mais probablement efficace. Le reflet de Yhwach se confondra avec celui de son père lors d'une transition vis-à-vis du fameux cristal, nous montrant presque de manière assez drôle ce qu'aurait pu donner le physique du roi des esprits s'il prenait un petit peu les traits de son propre fils. Cheveux plus longs, moustache, quelques traits de vieillesse. Le désespoir s'installe, les mondes sont au précipice de la défaite. Retentit alors un poème de la part de Ukitake que je ne commenterai pas outre mesure. Les lecteurs du manga me comprendront, les Anime Only m'en seront gré, je l'espère. Cela met un terme à mon analyse de cet épisode numéro 2 du cours 3 de l'anime Bleach, Guerre sanglante millénaire. Si d'autres détails vous ont frappé, si d'autres idées, d'autres développements vous parviennent à l'esprit, partagez-les moi en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre a priori tous également, mais un maximum en tout cas qu'il me sera possible. Si ce type d'analyse en profondeur vous plaît, le pouce bleu sera plus que bienvenu. Fin de semaine ayant été plutôt rude, l'enchaînement Daima Bleach, c'est quand même du costaud. Deux sujets très vastes à développer, toujours un énorme plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.